Bonjour à tous et bienvenue à notre mise à jour hebdomadaire. Donc, aujourd'hui, je vous présente les nouvelles en matière d'immigration avec notre collègue Christine Poulin qui se trouve à Montréal. Bonjour, bienvenue, ça va? Ben oui, ça va très bien, Cathy. Merci à toi de m'accueillir avec toi sur ce forum. Merci à toi d'être ici aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, on a aussi des nouvelles concernant l'immigration. Donc, nous allons commencer aujourd'hui avec la mise à jour sur la délivrance des permis d'études pendant que les restrictions de voyage sont, comme vous le savez, toujours en vigueur. Donc, des précisions ont été apportées aux instructions sur les voyages essentiels et non discrétionnaires de façon à inclure des facteurs pris en compte par l'Agence des services frontaliers du Canada dans le cadre de l'évaluation visant à déterminer si l'étudiant est autorisé à entrer au Canada en fonction des restrictions de voyage en vigueur toujours aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, Christine? Qu'est-ce qui a changé récemment et comment ça marche, le processus? On le sait, là, avec la COVID, toutes les procédures ont changé et vraiment, c'est très important de toujours vérifier là, dans le site Internet d'Immigration Canada. Alors, tout le processus d'évaluation maintenant pour les étudiants à l'extérieur du Canada va être en deux étapes pour les demandes de permis d'études. Alors, comme mesure de facilitation pour soutenir l'admission des étudiants étrangers pour l'automne 2020, le ministère met en place un processus d'évaluation temporaire en deux étapes, au titre duquel les demandeurs recevront une notification d'Immigration Canada une fois qu'ils auront réussi l'évaluation préliminaire d'admissibilité. La première étape du processus est en deux étapes, mais avant de fournir leurs données biométriques. Les demandeurs qui ont fourni leurs données biométriques, mais donc qui n'ont pas subi leur examen médical aux fins d'immigration ni fourni un certificat de police bénéficieront également de ce processus. Le processus d'évaluation en deux étapes des demandes de permis d'études s'applique uniquement aux demandes initiales de permis d'études et ne s'applique pas aux demandes de prolongation de permis d'études de l'intérieur du Canada. Il y a vraiment une très grande différence entre les deux. Ce processus temporaire d'évaluation en deux étapes des demandes de permis d'études vise à rassurer, dans une certaine mesure, les étudiants étrangers qui ne peuvent pas fournir tous les documents ou renseignements requis pour finaliser l'évaluation de leur demande de permis d'études. Rien ne garantit que la demande de permis d'études sera approuvée. Par exemple, les demandeurs qui réussissent l'évaluation préliminaire d'admissibilité peuvent toujours être refusés pour des raisons d'admissibilité une fois que leurs données biométriques ont été recueillies. Une fois que les services commencent à reprendre, les demandeurs qui sont en mesure de fournir les renseignements ou les documents manquants qui leur ont été demandés auparavant commenceront à le faire. La demande passera alors à la deuxième étape de traitement et les agents la traiteront jusqu'à ce que soit réglé. Évidemment, merci beaucoup. Et donc, c'est ça. Et il est important de mentionner que l'étape les procédures, la nouvelle procédure de deux étapes s'applique seulement aux ceux qui se trouvent à l'extérieur du Canada. Donc, pour ceux qui se trouvent ici, à l'intérieur du pays, ça ne s'applique pas. C'est vraiment juste pour les gens qui se trouvent à l'extérieur du pays et qui doivent obtenir leur permis d'études pour la première fois et qui, des fois, ont besoin de faire la biométrie et envoyer toute la documentation. Donc, c'est ça qu'il faut retenir aussi et que les deux étapes, mais ça veut dire qu'on va avoir la possibilité d'être approuvé en un premier moment, mais ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on fait la biométrie et qu'on envoie notre certificat médical, etc., on ne va pas pouvoir être refusé. Donc, assurez-vous de quand même comprendre quels sont les critères et si vous pouvez vraiment qualifier pour que vous n'avez pas à avoir une deuxième étape dans laquelle vous vous trouvez avec un refus de visa de permis d'études. Et en ce qui concerne l'admissibilité au processus d'évaluation en deux étapes, donc pour être admissible à ce processus d'évaluation en deux étapes, le demandeur doit avoir présenté une nouvelle demande de permis d'études par voie électronique. Il est important aussi d'utiliser l'électronique parce que ce n'est pas toujours ouvert partout. Donc, si vous envoyez par la poste, il y a une bonne chance que vous n'allez pas avoir une réponse au bon moment. Donc, au plus tard, le 15 septembre 2020, vous allez avoir envoyé la demande et le programme d'études doit commencer à l'automne 2020, donc, ou plutôt le plus tôt que possible. Donc, le demandeur doit également présenter tous les documents requis afin qu'un agent puisse procéder à une évaluation préliminaire de son admissibilité. Et si le client n'est pas en mesure de fournir l'un des documents requis,
il ne pourra pas bénéficier d'une évaluation préliminaire de l'admissibilité tant qu'il n'aura pas fourni les renseignements et documents qui lui sont demandés pour passer à cette étape. Donc, à l'exception, bien sûr, des données biométriques, des examens médicaux et des certificats de police, étant donné que c'est presque pas possible en ce moment dans plusieurs pays au monde. Donc, les demandeurs qui reçoivent une évaluation préliminaire, donc la première étape favorable de leur admissibilité, recevront une lettre via mon dossier, donc la page où vous avez, ou le portail où vous avez soumis votre demande avec Immigration Canada. Donc, c'est sûr, il faut quand même, important aussi, garder un œil sur votre courrier. Si vous avez envoyé la demande, il faut vraiment être en mesure de regarder ces notifications et d'avoir accès à votre compte pour faire un suivi de votre demande et voir si vous avez été approuvé pour cette première étape et quand vous allez pouvoir finaliser la demande, mais envoyer les documents par les meilleurs moyens quand ils soient prêts. Donc, c'est ça qui est la nouvelle concernant la procédure dans les mises à jour. Mais on a aussi une mise à jour concernant les traductions. Donc, les traductions, comme vous le savez, c'est important et c'est une demande nécessaire pour les demandes de résidents permanents, résidents temporaires. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Christine? Qu'est-ce qui a changé et pourquoi c'est important de faire des traductions? Et plus important, comment ça s'est fait? Qu'est-ce que c'est? Parce que souvent, les gens à l'extérieur du pays pensent que s'ils viennent fournir des documents en espagnol ou des documents en arabe ou en portugais, que les agents d'immigration au Canada vont être capables d'analyser quand même ces pièces-là. Très, très, très important, toujours s'assurer que les documents soient bien traduits. Traduits pour les fournir avec les documents avec une personne qui est vraiment reconnue au niveau canadien, au niveau du Québec pour la traduction. Alors, Immigration Canada nous fait une mise à jour en date d'hier à ce sujet. Instructions relativement à la traduction en français et en anglais des documents à l'appui. Elle s'applique aux demandes en ligne et aux demandes papier présentées à Immigration Canada par l'intermédiaire d'une mission consulaire ou d'un centre de réception des demandes de visa, un CRDV, on dit en acronyme. Alors, c'est vraiment important que vraiment là, tout soit bien conforme. Alors, à l'heure actuelle, ces instructions s'appliquent au programme d'immigration et de citoyenneté. Tous les documents doivent être bien traduits. Alors, ça a été un petit peu modifié. Alors, les instructions s'appliquent maintenant aux demandes en ligne et aux demandes papier présentées à Immigration Canada par l'intermédiaire d'une mission consulaire et également par des personnes qui vivent au Canada, aux États-Unis ou à l'étranger. Peu importe les circonstances, tout document à l'appui rédigé dans une langue autre que le français ou l'anglais doit être accompagné d'une traduction officielle en français ou en anglais. Alors, des traductions Google, ça ne marche pas malheureusement. Souvent, des gens se disent c'est facile, c'est gratuit, on va le mettre, mais non, ça ne marche pas. Là. Vraiment, Immigration Canada compte à ce qu'on fournisse des documents qu'ils peuvent évaluer et se fier également sur des professionnels qui ont pu faire la traduction. Qu'est-ce qu'on peut dire également à ce sujet? Faut consulter le glossaire d'IRCC pour obtenir la définition de photocopie certifiée. Parce que dépendamment de certains pays aussi, les exigences peuvent être différentes. Toujours très important, là, si on croit que un rapport de police va être suffisant, que ça va être facile à traduire, mais il faut s'assurer alors que peut-être la traduction soit officialisée également par les gens. Alors, il faut aller vérifier sur le site d'Immigration Canada et d'aller vérifier sur le glossaire votre photocopie certifiée. Je veux juste peut-être dire une petite note là-dessus. Les documents rédigés dans une langue autre que le français ou l'anglais doivent toujours être traduits par un traducteur agréé, reconnu par un autre professionnel ou au niveau dans le site là même au niveau du Québec également, on peut aller voir l'ordre des traducteurs du Québec. Dépendamment aussi au niveau du Canadien, il faut aller s'assurer qu'ils font vraiment partie d'un ordre professionnel. Alors, un traducteur agréé est un membre en bonne et due forme d'une association professionnelle de traducteurs du Canada ou de l'étranger, dont l'agrément peut être confirmé au moyen d'un sceau ou d'un timbre sur lequel figure son numéro de membre. Tous les sceaux et timbres dans une langue autre que le français ou l'anglais doivent être également traduits. Petite remarque encore, pour Immigration Canada,
un traducteur qui n'est pas encore agréé, mais qui est en voie de l'être, n'est pas considéré comme un traducteur agréé. J'en suis sûre que vous avez des exemples que, comme consultant, par exemple, vous avez eu précédemment des gens qui ont dit « Ah, ça, mon ami est en train d'étudier, ça va marcher. » Non. Il faut vraiment qu'il soit reconnu par un autre professionnel canadien. Alors, si la traduction est faite au Canada, le demandeur doit recourir au service d'un traducteur agréé qui est membre en bonne et due forme de l'association professionnelle de sa province ou de son territoire pour traduire ses documents. Si la traduction est faite à l'étranger, le demandeur doit recourir au service d'un traducteur agréé dans le pays où la traduction est effectuée. Pour tous les demandeurs au Canada ou à l'étranger, la traduction ne peut pas être faite par les demandeurs eux-mêmes, un membre de la famille ou un représentant ou un consultant du demandeur. Il faut qu'il soit reconnu de façon officielle. Tout membre de famille du demandeur, qu'il soit avocat, notaire ou traducteur, n'est pas autorisé à traduire des documents. Cela comprend un parent, un tuteur, un frère, une sœur, un époux, partenaire conjugal, un grand-père ou un enfant, une tante, un oncle, une nièce, on pourrait continuer là. La liste est longue. Alors, si l'exactitude de la traduction semble suspecte, Immigration Canada se réserve le droit de demander une nouvelle traduction par un autre traducteur. Il est à noter qu'Immigration Canada n'est pas responsable des frais de traduction. Alors, c'est toujours mieux de s'assurer, on paye les sommes. C'est sûr que le coût d'immigration coûte cher, mais d'avoir des papiers officiels reconnus, c'est un minimum qu'on doit s'assurer en tout temps. Alors, certainement. Et il est aussi important de noter ici que comme notre domaine et plusieurs autres domaines, écrire et traduire est un art. Donc, si vous utilisez des outils qui sont peut-être gratuits comme Google, des fois on l'utilise, c'est facile, c'est gratuit, mais ça n'est donc pas la bonne traduction pour une lettre ou complet. Donc, des fois, vous vous faites du mal aussi en utilisant des outils qui ne peuvent pas bien traduire une lettre que vous avez passé des jours, des fois, voire d'heures. Par exemple, la lettre d'intention d'un étudiant international, ça joue un rôle assez important dans son demande d'immigration. Si vous utilisez Google et ça ne traduit pas bien, vous n'allez pas bien vous exprimer. C'est votre demande que vous allez mettre en péril en faisant ça, en utilisant un outil qui ne comprend pas ou une personne qui pourrait vraiment vouloir vous aider, mais qui malheureusement pourrait vous faire du mal. Et spécifiquement, vous pourrez vous faire refuser votre demande et ça va vraiment devenir un problème complexe pour vous. Donc, s'il vous plaît, comprenez que c'est important pour vous que votre demande soit claire, que l'information soit bien traduite et que ce que vous avez écrit soit bien expliqué pour que l'agent d'immigration comprenne facilement et rapidement ce que vous êtes en train de dire. Parce que moi, des fois, je reçois des lettres, Christine, je les regarde et je me dis, moi-même, je ne comprends pas. Donc, j'écris à mes clients, excuse-moi, je ne comprends pas la traduction, c'est impossible. La phrase n'a aucun sens et c'est évident qu'ils ont utilisé un outil gratuit parce que les outils comme Google, ça traduit par mot. Donc, ça ne comprend pas nécessairement l'essence de toute la phrase. Donc, c'est là où on vous perd complètement, on perd les punches et on perd ce que vous avez essayé de dire originellement dans votre langue. Donc, s'il vous plaît, faites-le pour vous, mais utilisez une personne certifiée. Donc, aussi, les demandes accompagnées de documents à l'appui non traduits. Donc, les demandeurs qui soumettent les documents requis ou demandés sans les accompagner d'une traduction verra sa demande renvoyée comme étant incomplète. Déjà, encore. Donc, on voit ici que c'est assez grave pour vous. Donc, on lui demandera alors de faire les deux tâches suivantes. Premièrement, faire traduire les ou les documents originaux en français ou en anglais par un traducteur agréé ou l'équivalent dans un autre pays et présenter à nouveau sa demande accompagnée des ou des documents originaux ou d'une photocopie certifiée de ces documents et la traduction certifiée en pièce jointe. Donc, en ne fournissant pas la traduction, les demandeurs s'exposent à des retards et à des dépenses. Donc, pour éviter de se trouver dans une telle situation, ils doivent faire traduire par un traducteur agréé ou l'équivalent tout document rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais.
Donc, en ce qui concerne l'expiration des documents traduits, est-ce qu'ils vont expirer? Bon, une traduction ne peut pas changer avec le temps. Donc, c'est une des questions que plusieurs de mes clients me posent. Est-ce que ça va expirer? Non. Vraiment, la traduction doit être valable indéfiniment, au moins que le document original ait changé ou expiré. Donc, si la signature d'un traducteur agréé ou d'un notaire a expiré, cela n'invalide pas la traduction. Tant que l'agrément du traducteur était valable au moment de la signature, la traduction reste valable. Quand même de bonnes nouvelles parce qu'une fois que vous le faites, si vous le faites bien, vous allez pouvoir le garder, l'utiliser pour plusieurs procédures à suivre. Et comme vous le savez, quand vous immigrez, vous allez peut-être avoir besoin de ces documents à plusieurs reprises et peut-être pour toujours. Moi, je vais le faire demander encore, donc c'est sûr qu'on a besoin, mais on l'a traduit une fois, c'est payé, c'est fait, gardez-le bien, mais vous allez pouvoir l'utiliser. Donc, une traduction expirée et une nouvelle traduction est nécessaire uniquement lorsque le document original a expiré ou a été modifié et que le demandeur présente donc un nouveau document. Donc, c'est ça pour les traductions. C'est important d'utiliser la bonne personne et de faire votre devoir pour trouver ce qui est agréé, comme au Canada, dans chacun pays. En Colombie, par exemple, il y en a aussi des registres. Des fois, les gens ne sont pas au courant de ça, mais les registres existent partout. Donc, cherchez le pays où vous trouvez les registres de traducteurs agréés et trouvez la bonne personne pour faire les documents et la traduction pour vous. Et on va finaliser aujourd'hui avec des bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles quand même, concernant l'entrée express. Donc, qu'est-ce qui se passe avec l'entrée express, Christine? Quelles sont les bonnes nouvelles qu'on a reçues hier, dans le fond? Alors vraiment, là, c'est une petite ouverture qui se fait tranquillement au niveau de l'immigration, parce qu'on sait, depuis le mois de mars, tout a été fermé. Alors, le gouvernement du Canada a lancé 4200 invitations à présenter une demande de résidence permanente canadienne aux candidats d'entrée express lors du tirage d'hier, du 2 septembre. Les candidats au programme de travailleurs qualifiés figuraient parmi les candidats retenus. Le dernier tirage d'entrée express était le 3e tirage, incluant tous les programmes depuis le 18 mars. Le pointage minimum du système de classement global lors de cette dernière ronde d'invitation était de 475. Le grand nombre d'invitations envoyées indique clairement que le Canada reste déterminé à accueillir des nouveaux immigrants élevés, des niveaux d'immigration élevés en 2021 et au-delà. Parce que c'est sûr et certain qu'il y avait de nombreuses inquiétudes là pour les employeurs et également pour les candidats parce que les portes sont fermées vraiment là actuellement. Alors, je dis merci à tout le monde de nous suivre sur YouTube, My Consultant, pour des nouvelles en immigration. Alors, tous les jours, il y a un petit rapport qui se fait aussi également en anglais. Et vous avez aussi une version hebdomadaire en français. Important, parce qu'avec la pandémie, il y a tellement de changements. C'est très important d'être à l'affût, là, de vraiment dire c'est quoi nos opportunités. Alors, certainement. Merci beaucoup, Christine. Et en effet, on ferme avec de très bonnes nouvelles. Entrée Express qui commence à faire des invitations pour tous. Donc, continuez, préparez vos demandes, préparez-vous anglais, français, faites de votre mieux et patience tout le monde. Prenez soin de vous et on se revoit la prochaine fois. Rappelez-vous, à chaque semaine, on a 2 vidéos pour vous donner les informations en anglais et en français. Bonne semaine, bonne fin de semaine. À la prochaine. Merci beaucoup, Christine. merci, à bientôt. Au revoir.